En novembre 2022, un chasseur à l'arc originaire du Michigan nommé Brendan Fitzpatrick campait seul à l'intérieur de son affût de chasse, attendant qu'un cerf apparaisse dans son champ de vision, lorsqu'il a soudain été surpris par une voix qu'il ne reconnaissait pas. Brendan a regardé à l'extérieur pour voir de qui il s'agissait et s'est retrouvé face à un homme à l'air furieux, pointant directement un AR sur lui. Brendan a tenté d'expliquer la situation, mais l'homme n'était pas disposé à écouter quoi que ce soit et devenait de plus en plus hostile à chaque instant. I'm out there right now. All right. But I just want to show you kind of why we're here. I mean, we pay good money to hunt this property. We've been hunting it for years. No, you ain't been moving for years. I've been here 8 years. Do you live on this property right here? Sir, you're not listening to me. I'm not. I just want to talk to you. I'm sorry. Il a ensuite dit à Brendan de poser son téléphone et a prononcé ce qui ne peut être interprété que comme une menace. Put your phone down. You have an AR in front of me. I'm scared. Put your phone down. Dude, I'm scared as now. Okay, well, it's going to be more scary. Put your phone down. Are you attacking me? No, sir. No, sir. No, sir. I'm hunting. I'm hunting with. Drop your phone. Oh my God. Drop your phone. Sir, Listen to me. I'm bow hunting. I don't have any guns on me. I know that. Lorsqu'il criait « Tu m'attaques ?» alors que Brendan faisait tout son possible pour coopérer et rester calme, cela donnait l'impression qu'il cherchait une excuse pour tirer et ensuite prétendre légitime défense. Il continuait également à ordonner à Brendan de quitter les lieux tout en le menaçant à plusieurs reprises, avec son arme et son chien, au comportement agressif. Brendan a expliqué qu'il n'était pas en infraction et que le terrain sur lequel il se trouvait était légalement loué pour la chasse à l'arc, ce qui était vrai et constituait une activité qu'il pratiquait avec sa famille depuis plusieurs années. Cependant, malgré cette explication raisonnable, l'homme a refusé de l'accepter et a continué à tenter d'intimider Brendan. Ce qui a rendu la rencontre encore plus inquiétante pour Brendan, c'est que l'homme a refusé de donner son nom, montrant clairement qu'il n'avait aucun intérêt à avoir une conversation civile. Non seulement cela, mais il a également évoqué Shai Wang en menaçant Brendan, un criminel violent ayant coûté la vie à 6 personnes et blessé 2 autres membres d'un groupe de chasse. En résumé, l'homme insinuait qu'il était prêt à faire la même chose à Brendan s'il ne se conformait pas. Heureusement, Brendan est resté assez calme pour ne pas aggraver davantage la situation et survivre. Plus tard, il a tenté de porter plainte contre l'homme, mais la police n'a pas été aussi utile qu'il l'espérait. On lui a essentiellement dit qu'il n'avait pas assez de preuves pour ouvrir une affaire criminelle contre l'homme, et c'est tout. Mais ce n'était même pas la fin, car un an plus tard, le 25 novembre 2023, le frère de Brendan a rencontré le même homme alors qu'il chassait dans la région. À cause de ce qui s'était passé l'année précédente, il s'est assuré de positionner son affût à plus de 150 yards du site de la confrontation originale. Mais pour une raison quelconque, l'homme est devenu encore plus hostile que la fois précédente et a ouvert le feu directement, sans prononcer un mot. Heureusement, aucune des balles n'a touché le frère de Brendan, et il a pu quitter les lieux sans être blessé. Cependant, selon Brendan, les autorités n'ont encore une fois engagé aucune poursuite contre l'homme, invoquant le même manque de preuves. Toutefois, certaines personnes en ligne soupçonnent que le coupable pourrait avoir des liens avec le département de police local, ce qui lui permettrait de menacer la vie d'innocents sans en subir les conséquences. Le seul point positif dans cette affaire inquiétante est qu'aucune personne n'a été réellement blessée. Brendan et sa famille ont également repris la chasse, probablement dans un endroit complètement différent. À première vue, la chasse au canard semble être l'un des types de chasse les plus sûrs qui existent. D'autant plus qu'elle ne nécessite pas de s'aventurer profondément en pleine nature, là où les rencontres avec des prédateurs agressifs comme les ours ou les lynx sont une préoccupation constante. Cependant, la chasse au canard, comme la plupart des activités de plein air, comporte ses propres risques. C'est une réalité qu'Ethan, de la chaîne YouTube Lucas Ranks, a apprise à ses dépens en novembre 2020. Il chassait le canard au fusil de chasse tôt le matin, alors que le soleil était à peine levé. Après s'être posté sur une plage pendant plusieurs heures et avoir attendu que les canards se regroupent,
Il a repéré une cible et a réussi à l'abattre. Le canard est tombé un peu trop loin dans l'eau, et sans bateau, sa seule option était d'entrer dans l'eau pour le récupérer. C'est à ce moment-là que tout a basculé. Ethan avait une solide expérience de la chasse au canard, mais il ne connaissait pas parfaitement ce lac en particulier et ignorait la présence d'une pente abrupte située à seulement quelques pas du rivage. Alors qu'il s'approchait du canard, le sol a soudainement disparu sous ses pieds, le laissant lutter pour rester à la surface. Il savait aussi nager, mais cela ne s'est pas révélé aussi utile qu'il l'avait espéré. Le plus gros problème, c'était ses cuissardes. Elles se sont rapidement remplies d'eau, l'entraînant vers le fond tout en rendant presque impossible le moindre mouvement. En temps normal, rester à la surface est relativement facile pour quelqu'un qui sait ce qu'il fait, mais des cuissardes remplies d'eau transforment cette tâche pourtant simple en un combat désespéré, où le risque de noyade augmente à chaque seconde qui passe. Et comme si cela ne suffisait pas, l'eau dans laquelle se trouvait Ethan était extrêmement froide. Même s'il avait réussi à rester à flot avec ce poids supplémentaire, il risquait l'hypothermie et la perte de connaissance bien avant de se noyer. Le froid raidissait ses muscles, rendant chaque mouvement encore plus difficile. Pour aggraver la situation, il était complètement seul lors de cette sortie. Avoir quelqu'un à ses côtés lors d'une expédition en pleine nature multiplie considérablement les chances de survie. Même si cette personne ne peut pas aider directement, elle peut au minimum appeler les secours. Mais Ethan n'avait pas cette option. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était rester calme et continuer à nager vers la rive avec toute l'énergie qui lui restait. Heureusement, cela a fonctionné. Après une lutte brève mais intense, il a réussi à retrouver le rebord sous l'eau et à s'en sortir sans blessure grave. Et même si sa détermination et son sang-froid ont clairement joué un rôle, sa survie dans cette situation relevait avant tout d'une chance incroyable. En mai 2017, Richard Wesley, âgé de 45 ans, pratiquait la chasse à l'arc en Ontario, au Canada, lorsqu'il s'est soudain retrouvé face à face avec le dernier animal que l'on souhaite croiser en pleine nature, un ours. Il a d'abord tenté de rester discret, tapi dans les buissons, en espérant que l'animal s'éloigne sans le remarquer. Malheureusement, il se trouvait dans une zone très dégagée. L'ours l'a repéré presque immédiatement et s'est mis à s'approcher de lui. À ce stade, ses options étaient extrêmement limitées. Il pouvait tenter de fuir, mais face à la vitesse de pointe d'un ours, qui peut atteindre jusqu'à 35 miles par heure, soit environ 55 km à l'heure, ce n'était tout simplement pas envisageable. L'autre possibilité était de tenir sa position et d'essayer d'effrayer l'ours avant qu'il ne s'approche trop. Car si l'animal décidait réellement d'attaquer, Richard n'aurait aucune chance de remporter un tel affrontement. Un ours noir peut exercer une force de morsure allant jusqu'à 1000 PSI, avec des dents mesurant environ 2,5 pouces de long. C'est largement suffisant pour fracturer un crâne humain, voire séparer complètement la tête du cou. Un ours noir adulte peut également peser jusqu'à 600 livres, soit environ 272 kg. Autrement dit, une fois qu'un ours noir est sur vous, il n'existe pratiquement aucun moyen de s'en dégager. Le poids à lui seul peut provoquer une asphyxie en quelques secondes. Sans parler de ses griffes de près de 2 pouces de long, capables de provoquer de profondes lacérations jusqu'à l'os. Ainsi, même si l'ours avait décidé de laisser Richard tranquille après un seul coup de griffe, il aurait très probablement succombé à une hémorragie avant l'arrivée des secours. Avec tout cela en tête, Richard a pris la décision de se lever et de tenter d'intimider l'ours. Malheureusement, ce choix s'est retourné contre lui de la pire manière possible. Au lieu de prendre la fuite, l'ours s'est jeté sur Richard et l'a violemment plaqué au sol. Pendant un instant, il a cru que c'était la fin. Mais alors qu'il chutait, quelque chose d'exceptionnellement chanceux s'est produit. L'arc en bois que Richard tenait dans sa main s'est enfoncé directement dans la mâchoire de l'ours. Cela a non seulement empêché l'animal de lui déchiqueter le bras, mais le fait de mordre le bois l'a suffisamment désorienté pour qu'il fasse demi-tour et laisse Richard tranquille.
Ainsi, malgré le fait qu'il soit passé à un cheveu de perdre la vie, Richard s'en est sorti avec seulement quelques contusions mineures. Cependant, même s'il a échappé à des blessures physiques graves, l'impact psychologique de cette attaque sur lui et sur sa famille a été considérable. Comme il l'a expliqué plus tard lors d'une interview, « Nous avons regardé les images de la vidéo. Mon estomac s'est immédiatement noué et ma femme a commencé à pleurer. Au lieu d'admettre que j'avais peur et que j'aurais probablement dû aller parler à un professionnel de ce qui s'était passé, j'ai simplement minimisé l'événement. Cela dit, cette expérience a également laissé à Richard une appréciation bien plus profonde de la vie qu'il possède. Le Bohemian Grove est un club privé réservé aux hommes qui se réunit une fois par an dans la forêt de Monte Rio, en Californie. Il est composé de riches élites, notamment d'anciens présidents et d'acteurs de premier plan. Cela a donné lieu à de nombreuses théories du complot, principalement sur ce qu'ils y font exactement. Et il faut dire que le fait qu'ils vénèrent une chouette géante appelée Moloch, une divinité supposément associée à des sacrifices d'enfants, n'aide pas à apaiser les rumeurs. Le site est sécurisé tout au long de l'année avec des chiens de garde patrouillant les lieux et des caméras de surveillance. Cela nous amène à Dancer1, un YouTuber qui aurait enquêté à plusieurs reprises sur cet endroit. Muni de sa caméra, il tente de révéler ce qui s'y passe réellement. Dans une séquence, il explore des cabines qui semblent avoir des serrures à l'extérieur. Il mentionne également les étranges impressions qu'il a ressenties à l'intérieur, et même si la forêt environnante est tout aussi inquiétante, ce n'est qu'un aperçu de ses découvertes. Dans la séquence suivante, vous verrez à quel point il était proche de se faire attraper lorsqu'il tombe sur un téléphone diffusant une musique étrange et décide de le ramasser. Regardez par vous-même. Like a minute or two ago, there was some pretty creepy noises in the trees. Probably just some animals, but you can never be so sure. Here's an AED. Oh, there's no AED in here. That looks like a poisonous spider. Fuck you, dude. Hello? Huh. All right. Phone will ring in hospital and security. Well, I should have read that before I touched it. I might have just blown my cover. Heureusement, personne n'est venu le chercher, et il semblerait qu'il soit retourné sur les lieux à plusieurs reprises depuis. Le mystère reste entier quant à ce qu'ils font réellement là-bas. Mais comme toujours, partagez vos impressions. Qu'en pensez-vous? The Hunting Public est une chaîne de chasse en mode DIY basée dans le Missouri. Son objectif principal est d'éduquer les chasseurs débutants ou inexpérimentés, et la plupart de ses contenus suivent un format très similaire construit autour de cet objectif. Leurs vidéos montrent les chasseurs se rendant dans différents lieux, repérant le gibier et terminant généralement la chasse à la fin, tout en expliquant en détail leur raisonnement à chaque étape. La vidéo qu'ils ont filmée le 25 septembre 2022 ne devait pas faire exception. Deux des animateurs de la chaîne, Ted et Nick, étaient l'un partis à la chasse au cerf à l'arc sur des terres publiques dans leur état d'origine. Ils ne se doutaient pas que ce voyage allait être interrompu par la rencontre la plus troublante qu'ils aient jamais vécue, en pleine nature. L'incident s'est produit vers 18h45, alors que les deux hommes se cachaient dans un arbre, attendant qu'un cerf apparaisse, lorsqu'ils ont soudain entendu ce qui ressemblait à un cri fort au loin.
Le cri était trop humain pour provenir d'un animal ou de quelque chose de similaire. Et bien que cela ait été terrifiant en soi, ce n'était que le début d'une série d'événements encore plus inquiétants. Car non seulement les hurlements ont continué pendant les 30 minutes suivantes, mais ils sont devenus de plus en plus frénétiques et glaçants à chaque minute qui passait. Les choses ont encore empiré lorsqu'ils ont entendu le bruit de plusieurs coups de feu venant de la même direction. Tout cela aurait encore pu avoir une explication parfaitement raisonnable. Peut-être que la personne qui criait était poursuivie par un prédateur, comme un ours noir, et avait utilisé son arme pour se défendre. Cependant, ce qui rendait cette explication peu probable, ce sont les quelques mots cohérents que l'on pouvait entendre entre les hurlements, avec une voix appelant à l'aide, et criant des phrases comme « Je te déteste ». La voix est devenue encore plus inquiétante après les coups de feu, criant ce qui semblait être « Que quelqu'un aide !»« Tu l'as tué, espèce de... » et d'autres phrases tout aussi troublantes. En plus des hurlements, des cris et des coups de feu, les deux ont également entendu plusieurs voitures démarrer à toute vitesse. Après quoi, tout est devenu silencieux. À ce moment-là, Ted et Nick étaient convaincus qu'ils venaient d'être témoins d'un crime horrifique à moins d'1 kilomètre de leur position. Malheureusement, ils n'avaient pas de réseau dans cette zone sauvage pour pouvoir appeler les autorités, et le seul chemin pour sortir des bois passait dans la même direction que les cris. S'approcher trop près et alerter un groupe potentiellement armé et dangereux aurait pu mettre leur vie en danger. Ils ont donc décidé de rester silencieusement cachés dans les arbres pendant plusieurs heures. Ils ne se sont déplacés qu'une fois la nuit complètement tombée. Les deux hommes ont finalement retrouvé leur voiture et ont roulé jusqu'à un endroit avec du réseau pour signaler l'incident. Cependant, d'après ce que j'ai pu trouver, les autorités n'ont pas pu retrouver de corps ni même trouver la moindre preuve d'un crime à l'endroit indiqué par Ted et Nick, laissant cette rencontre inquiétante sans explication. Sur Internet, plusieurs théories ont été avancées pour expliquer la situation, allant d'une exécution par peloton à une personne ayant eu une crise psychotique sous l'effet de drogue, armée d'une arme à feu. Mais beaucoup ont aussi accusé The Hunting Public d'avoir mis en scène l'ensemble de la situation, ce qui est une stratégie courante des chaînes YouTube en échec pour devenir virales et attirer de nouveaux spectateurs. Cependant, The Hunting Public avait un public assez régulier avant cette vidéo, et son audience n'a pas augmenté de manière significative après cette rencontre. La chaîne possède également plus de 1400 autres vidéos de chasse régulières, cette vidéo étant la seule à présenter une rencontre étrange. Généralement, les chaînes qui falsifient des vidéos publient d'autres contenus suspects. Les cris semblaient en outre beaucoup trop primitifs et chargés d'émotions pour qu'une personne puisse les simuler de manière convaincante. En toute simplicité, ce qu'ils ont entendu était très probablement réel. Malheureusement, plus de 3 ans se sont écoulés depuis l'incident et nous n'avons toujours aucune réponse sur ce que c'était. Jasko s'est lancé dans une aventure inquiétante, déterminé à passer la nuit dans une forêt. Pour rendre les choses encore plus dérangeantes, cela se passait pendant une tempête de neige. À son arrivée dans la forêt,
Il gare sa voiture et s'aventure dans les bois sombres et lugubres. There's a winter storm warning tonight. It's supposed to be really windy, like up to 60-mile-per-hour winds. I don't know how far I want to go in here, especially by myself. And I do want to make it back before the sun does set. Okay, so some of the things they claim about this forest, the haunted lore, is shadow figures. There's a lot of stories that people see shadow figures darting behind trees. People hear screams, whispers in the wind, etc., etc. And I do want to mention something. We've experienced all of that and then some last time we were here. Holy Spirit. Équipé de son appareil de communication avec les esprits, Jasko s'est lancé à la recherche de toute activité paranormale qui pourrait se cacher dans les environs. Voici ce qu'il a capturé. Is there anybody else here? My name is Grace. My name is Grace. Grace. That was a voice. Grace, was that you? People coming into this forest and never coming out. Did you suffer the same fate? So we got some trail marker there. Or we could go here. I was buried here. I was buried here. There is a cemetery in this forest. Maybe we could see if Grace has a tombstone. L'appareil capte une voix. Elle s'identifie sous le nom de Grace et affirme être décédée dans les mêmes bois que ceux que Jasko explore. En poursuivant son chemin, Jasko entend des bruits de pas derrière lui, suivis d'un cri. Écoutez attentivement. Okay, I thought I just heard like literal footsteps crunching in the snow behind me. I am behind you. What? Whoa! What the hell is going on? Malgré les bruits terrifiants, Jasko continua d'avancer. C'est à ce moment-là qu'il tomba sur quelque chose de véritablement perturbant. This is something, folks. That's a shirt. That is a shirt. Oh my lord. Oh shit. Oh wait. What does that say? Grace. Un haut de femme avec un collier caché à l'intérieur. Le collier portait le nom Grace gravé dessus. Était-ce une coïncidence ou quelque chose de véritablement terrifiant? Son exploration fut interrompue lorsque l'alarme de sa voiture se mit à hurler au loin. I thought I saw something or someone. Yeah, maybe I wasn't too far off. Oh, oh shit! I just heard a gunshot and my car alarm went off. Is someone trying to break into my fucking truck? Who's there? Asphyxia. Asphyxia. What the hell does that mean? Undoubted obstruction. Okay. Jasko décida d'explorer un nouvel endroit dans la forêt, mais la situation ne s'améliora pas. Il entendit des bruits et affirma avoir vu des choses se mouvoir dans les arbres. Arriving? Where? Okay, hold on. I'm hearing shit. I don't know if that's just a... Absolutely? Okay, well, thanks. Thanks, spirits. Holy shit. Who's out there? I hear something moving. Clearly. Oh, what the f was that? Bro, that was a voice. That was a clear as day voice. I just saw something move over there. What the f is going on? Oh, sh! Oh my God. What the f is going on? Oh, oh sh! What is going on? Create to save lives. Whoa! Huh. What the f was that? Oh my God!
Jasko se rendit à son dernier emplacement pour monter son camp. Après avoir installé son campement, il explora les environs. Mais son voyage fut rapidement interrompu lorsque ceci se produisit. I'll give you one last chance. Can you give me some sort of sign to let me know that you're here? What the f is that? Oh shit! Oh shit! There comes a point where, you know, when I'm alone especially, where I have to say enough's enough. First and foremost, I saw prints that were ginormous, like huge. Now, what the hell could that be? And then I hear a high-pitched shriek, scream, whatever you want to call it. There's a very high chance it could be some sort of animal, but it almost sounded human. Jasko décida d'explorer un nouvel endroit dans la forêt, mais la situation ne s'améliora pas. Il entendit des bruits et affirma avoir vu des choses se mouvoir dans les arbres. En 2019, des images de caméras corporelles ont émergé, montrant des policiers répondant à un appel concernant une maison inoccupée. Les voisins avaient signalé qu'une silhouette aux cheveux noirs était entrée dans la maison. Sachant que personne n'y vivait, ils avaient alerté la police. Cela s'expliquait par le fait qu'un meurtre avait eu lieu dans cette maison quelques semaines plus tôt, lorsque Chris Watts avait tué sa femme enceinte et leurs 2 filles. Depuis son arrestation, la maison était restée vide. Les agents, conscients de l'histoire de cette maison, supposèrent qu'une personne avait pénétré par effraction pour tenter un cambriolage. Alors qu'ils s'approchèrent de la maison, ils remarquèrent que les lumières du garage étaient allumées. Ils décidèrent donc de commencer leurs recherches à cet endroit, leur comportement trahissant un certain malaise. Come see where you're at. We'll come out to the garage. Frederick Police Department, anybody in the garage? Frederick Police Department, make yourself known. There's no way to get in, like, on the top or anything? I don't see any access. Just no access points. Is it sealed off from the top on that side? Yeah, never mind. Au moment où ils atteignent le garage, les lumières semblent s'être éteintes. Ils commencent alors à chercher des points d'entrée que l'intrus aurait pu utiliser. Tandis qu'un des agents inspecte la cuisine, les autres montent à l'étage pour poursuivre leur enquête. On peut remarquer que l'officier semble presque nerveux alors qu'il monte la garde devant la cuisine. Mais plus important encore, notez qu'il ouvre un placard pour vérifier s'il contient un intrus avant de le refermer immédiatement. Ce détail prendra toute son importance dans le prochain extrait, lorsque les officiers se prépareront à partir après avoir inspecté toute la maison. Like vents like those that are big enough that maybe they open and go for it. Let's go clear upstairs. No, let's go. Frederick Police Department, anybody upstairs? Frederick Police Department, anybody upstairs? Make yourself known. You guys want to cover me? I'll grab the gate. I'll hold down here. Avez-vous vu
vu cela? Lorsque l'officier pivote la caméra corporelle, il semble que le placard s'ouvre entièrement tout seul. Que ce soit paranormal ou non, cet événement a conduit de nombreuses personnes à croire que cette maison est hantée. Il est important de noter que Chris Watts a été condamné à 5 peines de prison à vie et a déclaré être hanté chaque nuit dans sa cellule par les esprits de sa famille. Mais comme toujours, faites-moi savoir ce que vous en pensez. Le motocross est un hobby dangereux, surtout lorsqu'on emprunte des sentiers inconnus, et ce loisir peut parfois être perçu comme une nuisance. Parfois, les gens prennent des mesures drastiques pour s'assurer que personne n'utilise leur sentier. Lorsque vous roulez à ces vitesses, votre temps de réaction est la seule chose qui peut vous sauver. C'est exactement ce qui est arrivé à Peter dans la séquence suivante, et il explique comment tout s'est déroulé. Trail riding. I'm wearing my GoPro. Don't know if it caught it or not. Look what somebody did. Check this out. Somebody put a freaking wire trap from tree to tree that almost took my neck off. It was a lot higher when I hit it. Thankfully, it caught the top of my chest protector first. And I just kind of pushed it forward and it kind of went up and caught around a little bit of my neck the last second, but look at this. That's like piano wire. If I had been 3 inches shorter, that would take my neck off. Who the f does? I'm not trespassing. This is not somebody's private property. This is freaking government-owned land. I'm not trespassing on any farmer's land. I'm not freaking trespassing on anyone's land. This is like attempted murder. This is believable. That could have very easily killed me. Celui ou celle qui a mis en place ce piège a tendu un fil à hauteur de cou, dans le but de blesser ou d'amputer tout cavalier potentiel. Heureusement, dans ce cas, Peter est ressorti indemne. What Day Is It? Wolven est une chaîne d'aventure en plein air animée par Wolven, qui documente ses expériences de camping sauvage, de bushcraft et d'exploration de la nature. La chaîne met l'accent sur les aspects pratiques et la réalité brute des nuitées en pleine nature, souvent avec une approche optimiste et accessible. Dans cette vidéo en particulier, l'animateur endosse un rôle de mentor, initiant son ami Liam au monde du camping sauvage pour la toute première fois, posant ainsi les bases d'une initiation classique en plein air, qui allait rapidement devenir intense. Le 16 novembre 2025, l'aventure commence dans des conditions difficiles, avec une journée plutôt maussade et quelques averses de pluie. L'animateur, Wolven, et son compagnon de camping novice, Liam, partent avec pour objectif de monter rapidement une bâche afin de créer un camp de hamac sec et confortable. Le duo doit traverser un secteur boisé, connu pour ses promeneurs de chiens, afin de trouver un endroit isolé, illustrant un défi clé du camping sauvage en lisière urbaine. Ensuite, Wolven montre les bases du montage du camp, expliquant à Liam comment tendre la bâche et installer les hamacs entre les arbres. Right there. There. Right here, Liam. Yeah. 2 on this one, and 2 either there. That might work. That could work too, bad. There. Should we try it? Yeah, we should try that. I reckon that'll work. Heavy thing. Best way to set up a tarpaulin is like this, guys. And Liam, just do this, wrap it around like that. Do a little 2-knot. This is like the first one, just so you can like get it up. Just so you can like adjust it. Like you'll adjust it, but that. And then sling that around. Oh, this one you can practically get right now. Just that, almost done. Now you've got to readjust this one. Just sling it up a little bit higher. Let's do this side. Hammock and eating protein. Let's do a little test. Yes. It's good to go, good to roll. Good to roll. Malgré quelques problèmes audio avec la caméra, le montage a été un succès, créant une sorte de dôme protecteur au-dessus de leur zone de couchage. Une fois l'abri terminé, l'attention s'est tournée vers la nourriture. Le duo a rassemblé du bois et allumé un petit feu pour se réchauffer et préparer leur dîner. Alors que la lumière du jour déclinait et qu'ils s'installaient, pour une soirée détendue, à se relaxer et boire quelques verres, les bruits inquiétants ont commencé.
Bro, can you hear that? Yeah. Scary, is it? Wolven a d'abord remarqué un bruit distinct de grattement venant des bois environnants. Liam, le novice, a d'abord trouvé les sons aigus amusants, les comparant à un cochon de Minecraft. Cependant, les bruits sont devenus de plus en plus inquiétants. Il a avoué avoir également entendu des sons vraiment étranges dès le début, comme des cris. Tout en essayant de les attribuer à de possibles hiboux, l'intensité des bruits a poussé Wolven et Liam à éteindre le feu et à se réfugier dans leur hamac pour la nuit. Le duo a survécu à la nuit. Le lendemain matin, alors qu'ils s'installaient près d'un feu ravivé pour profiter du lever du soleil, Wolven a réfléchi aux sons terrifiants qui avaient marqué leur premier campement ensemble. Il est rapidement arrivé à une conclusion rationnelle, expliquant que les cris intenses et les bruits bizarres étaient probablement la raison pour laquelle le lieu était réputé hanté. Il a correctement identifié la source. Les bois étaient très animés, avec des hiboux et d'autres animaux criants, ainsi que des renards. Dans son résumé final, il a clairement démenti la présence de phénomènes surnaturels, concluant que les rires étranges et les cris qu'ils avaient entendus provenaient presque certainement des renards. Le premier campement sauvage de Liam avec Wolven s'est avéré être une expérience intense, formatrice pour le caractère, mettant à l'épreuve leur sang-froid face aux cris et aux sons étranges qui alimentaient les légendes locales de bois hantés. Malgré la peur initiale causée par la faune, le duo a réussi à terminer son camp. Ils ont démonté leur campement en respectant les principes du Leave No Trace et ont profité d'un magnifique lever de soleil dans le brouillard. Il a conclu la vidéo en démentant clairement tout élément surnaturel, attribuant les cris terrifiants à la faune naturellement vocale de la région. Que pensez-vous de cette rencontre ? Jens est un aventurier solitaire passionné et un amateur de camping en camion, surtout connu pour documenter la transformation et l'utilisation de son Toyota 4Runner fortement modifié. Sa chaîne retrace ses excursions tout-terrain, ses tests de matériel et ses immersions en camping solo, souvent dans des lieux désertiques accidentés, magnifiques et parfois inquiétants. Pour Jens, la nature est un test à la fois pour le matériel et pour le courage. Cette vidéo capture sa première sortie sérieuse en solo depuis la refonte complète de la suspension de son véhicule. Un voyage pour lequel il était enthousiaste, jusqu'à ce que la nuit dans le désert transforme sa solitude en une peur totale. Jean a commencé son excursion solo en camion en s'attaquant à un sentier difficile dans le désert. Après avoir traversé de la boue glissante, il a trouvé un endroit très isolé, un lieu dont il savait qu'il serait complètement privé, après avoir déplacé un énorme tronc bloquant l'entrée. Well, this is in our way. I could try to use my winch to pull it out, or I could try to use my strength. Let's try that first. That seems easier. Super awesome angle of me pulling this shit out. That's surprisingly not that heavy. The good news is, that means there's absolutely going to be nobody out here, so we will really be secluded. Yeah, let's get to camp now. Hello, camera. Safe to say, I did not expect that to be that slippery and muddy. Luckily, the 4Runner handled it like a beast and we got right out. This is my first time really off-roading with my new suspension setup.
Son excitation était à son comble, car c'était le premier véritable test pour la suspension récemment refaite de son Core-Runner. Il a rapidement installé sa tente de toit, ainsi que son auvent, principalement pour la lumière qu'il procurait, qui avait fière allure la nuit. Cependant, Jens a avoué que le camping solo dans le désert lui semblait toujours un peu inquiétant. Il a révélé que la zone précise dans laquelle il se trouvait avait une histoire particulière. It's always a little bit eerie going out all alone. Just in the desert for me. I don't know what it is, even though this is where I live right now, but I've done a lot of solo camping in my life at this point, and I've never feel like a little bit eerie. I don't know what that feeling is. I never feel that when I'm in the woods, but up in the desert, well, actually I know what it is. Basically, me and some of my friends have experienced some pretty creepy phenomenons up in this neck of woods, I guess you could say. But I won't get much into that tonight. We need good energy. And I'll tell you more about that in the morning. Anyway, for dinner tonight, I am going to be making some type of tomato pasta. I don't have an official name for it. It is my own recipe I have created based off some inspirations of stuff I've cooked before. So hopefully it turns out well. Still not too hungry yet though, so even though I'm telling you about it, I'm not going to start that for a bit. I made the mistake of putting coffee in this a few weeks ago, and I cannot get the smell out. So my water always tastes funky, but it's okay. I've just been chilling here for like 2 hours almost now. It's almost 10 p.m. I did some journaling, meditating and chilling, and then I actually brought my laptop, so I did a little bit of work because I am leaving on a trip to Thailand in a few days, which is going to be insane. And I will be filming a video out there, but it's going to be hard to get. Basically, I've been trying to get, as much work done as I can beforehand, so I don't have to do a lot out there. Yeah, very peaceful night out here. Jens a préparé une recette improvisée de pâtes crémeuses à la tomate dans une seule poêle. Conscient que la période d'Halloween approchait, et ayant récemment regardé des films d'horreur, il s'est volontairement concentré pour garder un état d'esprit positif, là, tout seul dans le désert. Mais cette sérénité a été brisée au moment où il s'est assis pour déguster son repas à l'extérieur du camion. Holy shit, guys. There's a little animal right there. I think it might be a little bobcat. Coyote. Shoo! Go away! I hope he's not attracted to my food. What was that thing? God. I'm gonna eat this in my freaking car. I don't want to be out here. Piss off! Oh my gosh. Well, it's safe to say we are not alone out here. Jeez. You can call me a baby if you want, bro. But I have no idea what is outside my car right now. Some type of critter animal. It was... I hope I caught it on the camera. I think I did. Yeah. Oh, it's right there. It's right there. It's got a striped tail. I guess I shouldn't be scared. He's so small. But I don't know what it is. Looks like a mixture of a little coyote and a little skunk. See him? That kind of scared me. I haven't ever had an interaction with like anything besides a little squirrel or something right next to me at night camping alone. Jeez, jeez. Look, there it is. He's right there. He's looking around. There he is, going to the back of the car. Should we scare it? Ah! That thing is not leaving my car. I guess I gotta put my big boy pants on and get out there. Again, I just finished dinner, so it's like kind of fun and cute, but also kind of weird and freaky. So, hopefully, you see me up in the tent in just a second and everything went smooth. But I'm gonna clean up the kitchen and get the hell up there. À l'intérieur du véhicule, il a continué d'observer l'animal.
notant qu'il avait une queue rayée et ressemblait à un mélange de coyote et de moufette, restant encore près de sa voiture. Jean a admis qu'il avait peur, précisant qu'il n'avait jamais eu une interaction nocturne aussi rapprochée avec un animal sauvage tout seul en camping. Avec les nerfs à vif, il a terminé de ranger rapidement et s'est précipité dans la sécurité de sa tente de toit. Une fois au lit, il a indiqué que ses nerfs pouvaient enfin se calmer, mais le sentiment persistant de peur restait. Le lendemain matin, Jen s'est réveillé frigorifié et avait mal dormi à cause du vent et du froissement de la tente. Malgré la peur intense et le manque de sommeil, il s'est senti soulagé, annonçant « Je l'ai survécu, rien ne m'a mangé, tout va bien ». Il a profité de la paix matinale et a franchi avec succès le piège de boue difficile qu'il avait traversé la veille, concluant ainsi son aventure en camion. Jens a survécu à sa nuit en solo, décrivant cette rencontre comme la plus effrayante qu'il ait vécue en camping-camion. La combinaison de la réputation inquiétante de la zone, de l'apparition soudaine d'un animal étrange et persistant, et de l'intense impression d'être observé, a créé un profond sentiment d'isolement et de paranoïa. Bien qu'aucun phénomène surnaturel n'ait été confirmé, cette expérience a servi de rappel puissant sur la rapidité avec laquelle la solitude peut se transformer en vulnérabilité dans le désert reculé.